certains d'entre eux, ils se disent, mais qu'est-ce qui changerait en 2022 par rapport à 2017? Qu'est-ce qui ferait qu'elle aurait plus de chances de gagner en 2022 qu'en 2017? Ce serait votre troisième candidature. Je pense que honnêtement, il y a de plus en plus de Français qui comprennent que on ne peut pas continuer comme ça, que la situation commence à devenir dramatique sur le plan de la sécurité, sur le plan de la fracturation de la société, fracturation sociale, fracturation identitaire, fracturation territoriale, et que donc il est urgent qu'une autre politique soit mise en œuvre. Mais il y a une forme de plafond de verre qui s'est mis en place au deuxième tour, à la dernière fois. Et pourquoi ça serait différent? Non, vous voyez, c'est ça qu'on essaye de comprendre. Quelle chance avez-vous de plus? Le plafond de verre n'existe pas. Voilà. On nous a vendu le plafond de verre dans d'autres élections, à Hénin-Beaumont, et puis vous voyez, à Hénin-Beaumont, eh bien, on est monté au fur et à mesure, et un jour, on a gagné Hénin-Beaumont. Et très certainement, j'en suis convaincu, Steve Briouat sera élu au premier tour la prochaine fois. Donc, il n'y a pas de plafond de verre. Il y a à convaincre les Français. Ils sont, je crois, de plus en plus nombreux à être convaincus. Il y a aussi une recomposition de la vie politique qui s'était engagée il y a un certain nombre d'années, et qui, aujourd'hui, est en quelque sorte à maturité, et qui permet de faire le grand choix qui était déjà en quelque sorte, qui s'était déjà esquissé lors de la dernière présidentielle, entre ceux qui défendent la nation, avec toutes les conséquences de la nation, des frontières, une identité, une culture, un patriotisme économique, et ceux qui pensent que la nation est un concept dépassé, ancien, obsolète, comme Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous répondez à Robert Ménard qui, le 7 octobre dernier, sur BFM TV, a dit, tout en disant que vous étiez aujourd'hui la première opposante à Macron, vous aviez reconquis du terrain par rapport à la présidentielle. Si on se retrouve avec un deuxième tour comme ça, c'est l'assurance pour M. Macron d'être réélu. Notre job, c'est de trouver un autre visage. Et vous dites recomposition, vous vous dites pas que peut-être peut y avoir une nouvelle personnalité qui interviendrait en 2022, comme Macron en 2000. Je sais pas. Madame Ménard. Non, parce qu'en l'occurrence, si vous voulez, juste après, il a dit qu'en réalité, cette personnalité, dans son esprit, pouvait être incarnée par sa femme. Le problème, c'est que M. Ménard, pour l'instant, il est tout seul. Et qu'il y a des millions, et même peut-être beaucoup plus qu'il y a quelques années, de Français qui attendent que la politique pour laquelle je plaide se mette en œuvre, et qui ont confiance en moi pour la mettre en œuvre, qui ont confiance dans mes compétences, dans mon entourage, dans mon expérience. Il y a eu un doute en 2017, vous l'avez surmonté, vous êtes revenu, mais on se dit que les conditions objectives sur le papier, elles sont peut-être pas tellement nouvelles. Et puis un mot quand même, vous parliez de recomposition politique. Dites-moi, M. Chirac, il a mis combien de temps à se faire élire? Plusieurs fois, oui. Et M. Mitterrand? Oui, mais ça a changé, vous l'avez dit vous-même. Oui, attendez, vous l'avez dit vous-même. Il y a une recomposition, il y a la recherche de la nouveauté, et le nom Le Pen, il existe dans la vie politique française depuis 1974. Ah oui, Madame Elkrief, si les Français souhaitent que quelqu'un d'autre soit au second tour, c'est quelqu'un d'autre qui sera au second tour. Mais s'ils souhaitent que je sois au second tour face à Emmanuel Macron, c'est comme ça que ça se passera. Vous dites pas si je gagne, vous dites si je suis au second tour. Mais être au second tour, vous l'êtes, vous l'avez été, mais c'est gagner qui est important pour vous. C'est que ce ne sont pas les journalistes qui décident. C'est le peuple français qui décide. Voilà. Et par conséquent, j'irai, moi, à cette bataille, avec encore une fois mon expérience, avec les coups que j'ai pu prendre, avec ce que j'ai appris aussi des coups que j'ai pu prendre, avec cette conviction que j'ai chevillée au cœur, avec cette exigence qui est la mienne, et je dirais aux Français, moi je suis prête à faire le job qu'Emmanuel Macron ne fait pas. Parce que la réalité, c'est qu'on a eu beaucoup de grandes promesses, beaucoup d'espérance chez beaucoup de Français que les choses changent, et puis, eh bien, on a encore une fois un véritable cataclysme social. Un dernier mot, on a un cataclysme économique, je suis désolée de le dire. On y revient tout de suite. Juste un mot pour finir sur ce chapitre. François Hollande, ce matin, propose un véritable régime présidentiel avec un mandat pour le président de 6 ans et une différence entre le mandat des députés et le mandat du président pour que le président ait plus de pouvoir, que ce soit plus clair, mais que le Parlement ait aussi du pouvoir. Oui, j'adore ces gens qui ont toujours plein d'idées quand ils ont été battus. Quand ils sont au pouvoir, ils n'ont pas d'idées, ou en tout cas ils ne les mettent pas en œuvre, et quand ils sont battus, ils ont plein d'idées. Moi je suis pour le septennat non renouvelable. Voilà, c'est au moins très clair. Ça veut dire que quand on est élu, on ne passe pas la moitié de son mandat, comme le fait Emmanuel Macron depuis déjà un certain nombre de mois, à préparer sa future élection. Et on a 7 ans, parce qu'il faut 7 ans pour changer profondément les choses dans notre pays.
Alors, l'immigration, puisque c'est l'actualité d'aujourd'hui, c'est le déplacement du chef de l'État à Mayotte. Vous connaissez bien ce département français. En août dernier, vous aviez dit le gouvernement est à côté de la plaque, vous plaidez pour la suppression du droit du sol. C'est aussi le thème qu'a choisi Emmanuel Macron pour y aller. Et je vous propose qu'on réécoute, parce qu'il veut démontrer que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, eh bien, des choses ont changé et il y a eu des progrès face à l'immigration clandestine. Les reconduites à la frontière augmentent en effet fortement. Elles sont aujourd'hui quasiment de 24 000 à date depuis le début de l'année. Là où l'année dernière, elles étaient d'à peine 9 800. Les interpellations en mer ont augmenté de 50% depuis le début de l'année pour atteindre le niveau inégalé de 550 personnes interpellées en septembre 2019. Vous le voyez, à eux seuls, ces chiffres montrent qu'il ne s'agit plus de paroles, mais bien d'une action efficace désormais de l'État et de la puissance publique, dont l'objectif est non seulement d'endiguer les flux, mais de décourager les passeurs et ceux qui utilisent leurs services, et de démanteler ces réseaux de passeurs de manière efficace. Il y a des résultats. C'est bien de voter Rassemblement National, hein. Et que même quand on n'est pas au pouvoir, ça a son efficacité, puisque ça oblige en réalité Emmanuel Macron à s'intéresser à la situation qui est catastrophique de l'île de Mayotte. Je précise pour que tout le monde comprenne que votre parti a fait 45%, à peu près 46% aux européennes. En revanche, au présidentiel, Emmanuel Macron était en tête. Non. Au deuxième tour. Non. Oh, au deuxième tour, par définition. Oui. Non mais d'accord. Mais au premier tour, nous étions en tête. Et pour une raison très simple, c'est que la situation de l'île est une situation catastrophique. Alors aujourd'hui, il apporte des chiffres, mais qui en réalité sont des chiffres qui démontrent qu'il vide la mer. Deuxième au premier tour avec 27%. Il vide la mer. Deuxième au premier tour. Il vide la mer avec une petite cuillère. Emmanuel Macron, pour une raison très simple, c'est qu'il se félicite du fait qu'il renvoie plus de monde. Mais il y a plus de monde qui arrive. Et ceux qu'il renvoie sont les mêmes d'ailleurs qui reviennent le lendemain. Pourquoi? Parce qu'il se refuse à adopter avec les Comores une démonstration de fermeté. Il est inadmissible que nous acceptions que le président des Comores explique qu'il ne luttera pas contre l'immigration clandestine, que Mayotte appartient aux Comores, qu'il dénie à la France le droit... Il faut faire la guerre? Enfin, je veux dire, il ne faut pas faire la guerre. Ah bon, il faut pas faire la guerre. Il faut d'abord ramener l'ambassadeur de France, voyez-vous, parce que excusez-moi, mais pour l'Italie, pour beaucoup moins de ça, on a ramené notre ambassadeur. Il faut ramener l'ambassadeur de France. Premièrement, il faut arrêter de verser des sommes qui sont considérables, car je tiens à vous dire que nous versons, je crois, 350 millions sur 5 ans aux Comores, et qu'en juillet dernier, on a fait une rallonge de 150 millions. Alors quand aujourd'hui, M. Macron vient voir les Mahorais en disant, vous vous rendez compte, on dépense beaucoup d'argent pour vous, en réalité, c'est pas tant que ça par rapport à ce qu'on donne aux Comores. Alors il a précisé que cela ne leur enlevait rien à ce qu'il avait fait et ce qu'il fait pour Mayotte. Hein. Oui, ce qu'il donne aux Comores ne leur enlève rien aux Mayotte. C'est ce qu'il a précisé. Évidemment. Ah bon, mais comment c'est possible ça? Parce que c'est le même budget, me semble-t-il. Ben, vous voyez, moi je prendrais l'argent qu'on donne aux Comores et je le donnerais aux Mahorais, et notamment je le donnerais pour précisément arrêter cette immigration clandestine. Oui, il faut supprimer le droit du sol. Parce que tant qu'on ne supprimera pas le droit du sol... Il est déjà panaché, vous êtes d'accord, à Mayotte. C'est-à-dire qu'il faut un par an déjà en situation régulière à Mayotte. Ça ne fonctionne pas. L'idée même que l'on puisse, par le simple fait d'accoucher sur le territoire, être régularisé est irrépressible. Donc il faut, qu'aucune régularisation ne soit possible. Déjà régulier. Il faut être déjà un parent régulier. Il faut qu'aucune régularisation ne soit possible. Aucune. Vous venez de manière illégale, vous restez illégal et on vous renvoie chez vous. Et si vous voulez venir, alors il faut le faire de manière légale. Il n'y aura pas d'autre solution. Deuxièmement, donc il faut supprimer... un droit d'asile, comme le veut Emmanuel Macron, mais qui soit bien contrôlé, bien précisé, avec des papiers qui montrent que vous avez besoin d'être réfugié. Mais madame, le droit d'asile, d'accord là-dessus? Non, le droit d'asile au moment où on se parle consiste à venir sur notre territoire, à demander le droit d'asile, et lorsque vous ne l'obtenez pas, ce qui est quand même extrêmement fréquent, vous restez sur le territoire national et vous avez la possibilité, un jour ou l'autre, parce que vous serez resté tant de mois ou tant d'années, d'être régularisé. Ça, c'est pas possible. C'est un appel d'air qui est insupportable. Vous comprenez? On ne peut pas résister à cela. Plus du tout de droit d'asile, donc. Non, le droit d'asile doit être demandé dans nos ambassades et dans nos consulats, dans n'importe quel pays du monde. Il sera traité à l'étranger.
Et lorsqu'on vous dira oui, alors vous pourrez rejoindre le territoire national. Ça nous évitera beaucoup de soucis. Pas toujours facile, parce que quand on demande l'asile, c'est qu'on peut pas peut-être aller au consulat, dans la ville, on est obligé de s'enfuir et que c'est difficile. N'importe quel pays du monde. Oui, vous pouvez aller dans le pays d'à côté pour réclamer votre droit d'asile. Non, c'est parfaitement faisable et croyez-moi, c'est la seule solution. Ça va d'ailleurs nous faire gagner beaucoup d'argent parce que pendant tout le temps de traitement du droit d'asile, eh bien, ce sont les Français qui payent, évidemment, pour l'entretien des demandeurs dont beaucoup savent qu'ils ne l'obtiendront jamais. On ne va pas se raconter d'histoire. Et puis, le droit du sol, ça consiste en réalité à accoucher sur le territoire national avec l'espoir que l'enfant ayant vocation à devenir français, eh bien, il puisse ainsi, après, faire venir l'ensemble de sa famille par le regroupement familial. Ça aussi, c'est irrépressible. Il faut arrêter ça totalement. Nous réclamons ça depuis des années. Nous ne sommes pas les seuls, parce que je me souviens que M. Barouin, il y a plusieurs années, avait également réclamé cela. Et dans ce domaine-là, Mme Crève, le en même temps, ça ne fonctionne pas non plus. Il faut être très clair, il faut être très ferme, et accessoirement très ferme avec le président des Comores, parce que le président des Comores, il attente à la souveraineté de notre pays et à l'unité de notre pays. Celui qui est garant de cela, c'est M. Macron. Monsieur Macron qui veut être sur le thème de l'immigration, clairement, et qui a répondu aux questions d'Agathe Lambray, notre envoyée spéciale, en exclusivité tout à l'heure, et qui, on va l'écouter, a expliqué sa philosophie de différenciation entre le droit d'asile, l'immigration, et qui veut bien qu'on soit un peu plus fin sur ces questions et qu'on ne fasse pas... justement, qui défend une forme d'en même temps. On l'écoute. C'est du vrai en même temps. Si on veut réussir à bien répondre à la demande d'asile, c'est-à-dire à la protection légitime que les combattants de la liberté sont en droit d'attendre de nous et que nous protégeons dans notre Constitution, il nous faut être rigoureux sur ce qui ne relève pas de l'asile. Il faut se battre contre l'immigration clandestine, être plus efficace et reconduire au pays d'origine ceux qui n'ont pas droit à l'asile. Ces deux éléments sont les deux faces d'une même politique. Non mais le droit d'asile, là, à Mayotte, de qui des Comoriens? C'est aussi en général, hein. C'est aussi en général. Oui, en général, parce que là, des Comoriens, si vous voulez, il n'y a pas de question de droit d'asile, là, objectivement. Bon. Dans tout ce qu'il a dit d'ailleurs, on voit bien qu'il n'a pas perçu quelle est la globalité du problème. Parce que le problème de l'immigration clandestine, c'est évidemment le fait que nos services publics sont totalement surchargés à Mayotte, ils ne peuvent plus faire face. Il est évident que les hôpitaux sont faits pour un certain nombre... Pas seulement à Mayotte, d'en parler, c'est une façon générale. De milliers de personnes, pas pour le double. Bon. Non, parce que en fait, Emmanuel Macron veut occuper ce terrain de l'immigration clandestine. Il dit, en fait, sinon, on le laisse au Rassemblement national. Donc nous, au gouvernement, on doit prendre nos responsabilités, on doit s'en occuper. Mais écoutez, tous les gouvernements qui se sont succédés, Mme Elkrief, ont fait la même chose. Ils pensent que parler, c'est agir. Il suffit de dire... immigration, 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 pour que l'immigration soit réglée. Non, il faut des actes et il faut des actes courageux. Or, il n'en a pas le courage. Depuis 2 ans et demi qu'il est au pouvoir, il n'a rien fait en matière d'immigration. Si, il l'a aggravé. Il l'a aggravé notamment par le regroupement familial des mineurs migrants, à qui il a accordé de pouvoir faire venir non seulement leurs parents, mais maintenant leurs frères et sœurs. Donc ils n'ont eu de cesse que d'aggraver la pression migratoire sur notre territoire, en diabolisant de surcroît ceux qui évoquaient à juste titre ces gigantesques difficultés que pose une immigration que nous n'arrivons plus non seulement à maîtriser, mais à gérer et à financer. Parce qu'il est là aussi le problème. Or, donc, vous savez, je n'attends absolument rien d'Emmanuel Macron. Moi, j'ai entendu ses discours de campagne. Moi, je me souviens du discours de Marseille. Moi, je sais que c'est un homme qui considère que l'immigration est utile pour l'économie, parce que ça permet d'avoir des gens à bas coût. Dans certains cas, c'est utile d'avoir des cerveaux et d'avoir des personnalités qui viennent apporter leur... Madame, non mais écoutez, Madame Crève, moi, je ne veux pas avoir la cruauté de vous donner les chiffres, mais très honnêtement, en matière d'absence totale de diplôme, le nombre d'immigrés qui arrivent en France et qui n'a pas de diplôme est majoritaire. Bon, donc ne parlons pas de ça. Mais le MEDEF réclame aussi à M. Macron. Là, actuellement, au moment où je vous parle, le MEDEF discute de l'immigration. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent ouvrir une nouvelle voie d'immigration. Comme s'il n'y en avait pas assez. Une nouvelle filière d'immigration. Pour pouvoir avoir des gens à bas coût. Et pouvoir les employer exactement de la même manière qu'on l'a fait dans les années 70, avec les conséquences que l'on connaît. Sauf que ça a un nom.
Ça s'appelle la privatisation des profits. Eux, ils sont contents, ils ont de la main-d'œuvre à bas coût. Mais après, il y a la sociabilisation des risques. C'est-à-dire, c'est la société qui prend en charge la santé, le logement, l'entretien, l'éducation. Et la société française ne peut plus le faire. Parce qu'elle a des millions de chômeurs, parce qu'elle a 14% de pauvres, et qu'elle se doit de penser d'abord à elle-même. Un mot sur la laïcité, voile. Vous avez déclaré que vous étiez pour la suppression totale du voile dans tout l'espace public. Oui. Alors j'ai entendu certains qui disaient, mais en fait on va faire à Paris comme à Téhéran. C'est-à-dire l'inverse, mais c'est la même chose. On va chasser les gens pour leur tenue. On va chasser, on va faire une chasse aux vestimentaires. C'est possible, ça? On va faire comme Atatürk, quoi, en Turquie. Qui avait imposé la laïcité, et vous savez pourquoi il l'avait fait d'ailleurs. C'était une autre époque. Mais vous savez pourquoi il l'avait fait? Parce qu'il savait pertinemment, lui et un certain nombre d'autres dirigeants d'ailleurs, arabes ou non arabes, que les frères musulmans exigent ce voile. Parce que ce voile est une arme entre les mains des frères musulmans. Et que plus il y a de femmes qui portent le voile, de force, ou avec leur consentement, soit parce qu'elles sont des militantes, soit de force parce qu'elles sont obligées de se soumettre à la pression sociale et familiale ou politique et religieuse qui porte sur elles. Donc nous sommes dans la même situation en réalité et nous avons le même choix à faire que ces pays. Mais on n'est pas Atatürk. Oui, mais d'accord, on n'est pas dans un régime totalitaire, on n'est pas dans un régime autoritaire. Mais on est dans un régime laïque, démocratique, dans lequel on a le droit de porter ce qu'on veut dans l'espace public, je veux dire. Et puis concrètement, mais pourquoi l'école et pas l'espace public? Parce que c'est partout. C'est partout. Comment vous faites je voudrais qu'on vous écoute en 2004. Vous étiez contre la loi sur le voile? Ah non, jamais. On vous écoute. Je crois qu'il y a un amalgame qui est fait entre être pour le voile et pour la loi. On peut parfaitement être contre le voile, résolument, comme nous le sommes, et contre la loi parce que c'est un aveu de faiblesse de la part du gouvernement. La laïcité, les Français doivent le savoir, est un principe constitutionnel, inscrit dans la Constitution, et il me semble que le fait de faire une loi est une démonstration de faiblesse. Vous étiez contre la loi. Oui. Parce qu'en réalité, moi j'étais pour la Constitution surtout. Oui, mais attendez. Ce que vous dites, c'est que la loi c'est démagogique, et puis c'est un aveu de faiblesse. Ça sert à rien parce que c'est inapplicable. Là, parce qu'il me semblait que non, pas du tout, parce qu'il me semble que la Constitution est la loi suprême. La Constitution est la loi suprême. Nous sommes une république laïque. Cela veut dire que la religion doit rester dans l'espace privé. Donc le simple fait que la laïcité soit dans la Constitution aurait dû suffire. Mais manifestement, ça n'a pas été suffisant parce que le fondamentalisme islamiste s'est développé, a recruté, s'est imposé dans des quartiers entiers, parfois même dans des villes entières et parfois même dans des départements entiers, Madame El-Krief. Ça, c'est la réalité de ce que nous vivons en France aujourd'hui. C'est comme le communautarisme. J'ai réclamé depuis un certain nombre d'années que l'interdiction du communautarisme soit inscrite lui aussi dans la Constitution, elle aussi, pardon, dans la Constitution. Parce que je vois que ce communautarisme est devenu un cancer quotidien. Et que si on veut lutter contre le communautarisme, si on veut lutter contre l'avancée du fondamentalisme islamiste, il faut en passer par des mesures claires et fermes. Concrètement, mais donc une loi, quand vous dites une loi sur l'espace public, on se demande comment vous l'appliqueriez. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ce serait moins démagogique de proposer une loi qu'en 2004, lorsque vous y étiez opposée? Madame, parce qu'entre-temps, l'immigration massive qu'a subi notre pays a démultiplié le fondamentalisme islamiste et le communautarisme dans toute une série d'endroits en France. Ce sera applicable concrètement. Madame El-Krief, on a décidé du jour au lendemain qu'on était obligé de mettre la ceinture de sécurité. C'est applicable de faire mettre la ceinture de sécurité aux gens? Des millions d'automobilistes comme ça? Il y a un policier derrière chaque automobiliste? Attendez, c'est pour la sécurité ou pour l'ordre public? C'est la loi. Mais c'est la loi. Mais c'est pas la liberté individuelle. C'est la volonté du peuple français. Le peuple français, face à un problème, dit moi, je considère qu'à ce problème-là, il faut opposer une interdiction du voile dans l'intégralité de l'espace public. Et chacun doit s'y soumettre, comme toutes les lois dans notre pays. Lorsque vous entendez Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui dit
je ne suis pas accompagnée pour une femme voilée, une sortie scolaire, c'est légal. En revanche, le voile n'est pas souhaitable dans la société. Vous vous dites, bah, finalement, il peut devenir un atout pour Emmanuel Macron sur ces questions parce que il dit je déteste la haine de l'autre que vous incarneriez, mais je déteste aussi la haine de soi qu'incarnerait ceux qui détestent le communautarisme. Monsieur Blanquer a dit la haine de l'autre, le Rassemblement national. Non, ne lui faites pas dire ce qu'il n'a pas dit. Non, voilà. Il a dit dans son esprit, c'est ça. Donc il n'y a évidemment dans notre esprit aucune haine de l'autre. Ce que je regrette, c'est que quand on est ministre et qu'on considère que quelque chose n'est pas souhaitable, on propose une loi pour l'interdire. Voilà, c'est aussi simple que cela. Or, il ne le fait pas. Alors vous me direz, il a quand même eu le courage de le dire. C'est bien. Mais on voit bien que c'est un sujet qui fracture en réalité la majorité, entre ceux qui sont attachés à la laïcité et qui voient bien que celle-ci recule partout. Parce qu'on parle du voile, mais parlons de tout le reste. Parlons de l'avancée des fondamentalistes islamistes dans les clubs de sport. C'est terrifiant, c'est un problème majeur aujourd'hui. Personne n'en parle. On met ça sous le boisseau. Non, c'est cité, c'est mentionné. On en parle. C'est réglé. Non, il y a des mesures. On l'a dit, donc c'est réglé. Rien n'a été et à une époque, on le disait pas. Aucun acte n'a été pris dans ce domaine. On ne parle pas de la montée des réclamations fondamentalistes dans les entreprises, dans les services publics. Parce que le problème des fondamentalistes islamistes, c'est qu'ils ne font pas que vivre leur foi de manière radicale. Ils souhaitent l'imposer aux autres. Et ça, on le ressent partout. Et moi, j'ai des témoignages tous les jours d'employés qui disent, alors avant, notre collègue radical ne voulait pas manger de jambon, maintenant on n'a plus le droit de le mettre dans le frigidaire de l'entreprise. Parce qu'il pose ses aliments à côté. Et des exemples comme ça, j'en ai des milliers, Madame Elkrieff. Donc est-ce qu'on dit stop maintenant? Et de la manière la plus claire qui soit? Parce que moi, je pense que fondamentalement, les gouvernants n'ont pas été très clairs en réalité avec ces gens qui souhaitaient imposer leurs lois religieuses. On leur a dit, restez comme vous êtes, vous avez raison, c'est votre culture, etc. Alors, il ne faut pas être contradictoire, il faut leur dire les choses clairement. Non, ça, c'est pas possible. De qui parlez-vous exactement? Je parle des 25% de musulmans en France, aujourd'hui, qui disent que la charia doit être au-dessus des lois de la République française. Et vous ne parlez pas, vous ne risquez pas de parler de tous les musulmans français qui se sentent très touchés par ce que vous pouvez dire ou ce que d'autres peuvent dire. Est-ce que je suis extrêmement claire dans ce que j'ai dit? Je parle des 25% de gens qui souhaitent que la charia soit supérieure. Ça veut dire qu'il y en a 75% qui ne le souhaitent pas. Il y a 75% manifestement des musulmans qui sont français ou qui ne le sont pas d'ailleurs, et qui considèrent que quand on est dans un pays, eh bien on en adopte la culture, le mode de vie, les mœurs. Et donc vous adressez aussi à eux? Mais je m'adresse à eux, mais comme ils s'adressent à nous. J'ai vu une pétition aujourd'hui dans Marianne de 100 femmes qui viennent dire oui, le voile est un objet, une arme de soumission pour nous. Eh bien, je leur dis bravo, félicitations, venez avec nous lutter contre cela. Vous avez votre place dans cette lutte pour la laïcité et pour la liberté religieuse, parce que la liberté religieuse, elle passe par le respect de la laïcité. Et lorsque Julien Audoul, au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, s'en prend à cette mère voilée, est-ce que vous pensez que c'est la bonne manière de s'adresser à ceux qui veulent totalement, comme vous le dites, vivre avec et en français, en musulman français ou en français musulman complètement? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ça crée une division, que ça crée une... Je ne veux pas utiliser le mot stigmatisation parce que c'est trop facile, mais est-ce que vous ne croyez pas que ça crée une exclusion et un sentiment de désignation qui fait que ceux qui voudraient et qui veulent et qui le font tous les jours se sentent mal à l'aise? Monsieur Audoul, je l'ai dit, a été maladroit. Il a été terriblement choqué de la présence de cette femme voilée, avec un voile dont nous savons que c'est celui des frères musulmans. Il ne s'est d'ailleurs pas adressé à elle, contrairement à ce qui a été dit. Il ne l'a pas prise à partie. Il a demandé à la présidente de l'Assemblée. Moyennant quoi, il aurait probablement dû demander une suspension de séance et aller voir la présidente pour lui demander de régler le problème. Mais tout ça, c'est la conséquence de l'absence de décision de nos dirigeants. Tout ça, c'est la conséquence de l'ambiguïté permanente dont profitent les frères musulmans, dont profitent les salafistes, dont profitent les fondamentalistes islamistes. Et vous ne profitez pas d'une forme d'ambiguïté, c'est-à-dire en désignant
les radicaux islamistes, vous parleriez de tous les musulmans? Pourquoi je ferais ça? Expliquez-moi pourquoi je ferais cela. C'est vous qui avez un a priori à notre égard. C'est vous qui nous accordez des intentions qui ne sont pas les nôtres. Par exemple, je vois que votre ami Matteo Salvini en Italie, il dit qu'il est plus compliqué pour un musulman de s'intégrer en Europe. L'application littérale du Coran conduit à rejeter certaines libertés que nous défendons. Mais je pense que beaucoup de musulmans ne souhaitent pas l'application littérale du Coran. Enfin, vous me dites ça, madame, vous me dites ça à moi. Moi dont le parti a fait élire la première femme musulmane conseillère régionale. Moi dont le parti a pris la défense depuis toujours des harkis. Ces Français musulmans qui ont versé leur sang pour la France et qui ont été accueillis comme des chiens dans un jeu de quilles et encore pire que cela lorsqu'ils ont rejoint l'Hexagone. Vous me dites ça à moi, mais il n'y a aucune raison de m'accuser de cela. Moi, je défends tous les Français, quelle que soit leur religion. Je défends l'unité, encore une fois, de la nation française. Je ne veux pas savoir ce qu'est un tel ou un tel. Ça ne m'intéresse pas parce que ça relève de la sphère privée. En revanche, l'islam politique. En revanche, les fondamentalistes, les islamistes, les frères musulmans, ils me trouveront évidemment face à eux. Et je serai toujours là pour les dénoncer, toujours là pour pointer du doigt la manière dont ils cherchent à faire plier la République française. Mais vous voyez qu'il y a d'autres personnalités qui s'élèvent et qui le disent. Quand je vous citais Jean-Michel Blanquer, il y en a d'autres, mais là... Mais chouette alors, parce que je me sentais un peu seule. Non, il y a eu d'autres gens. Non, chouette alors. Qu'il y a des militants, et il y a des militants républicains. Non, pardon. À part Madame Badinter... On s'est longtemps senti très seul, excusez-moi, sur ce sujet. Il y a eu quelques voix, mais si peu pendant si longtemps. Et en revanche, des voix pour nous accuser d'islamophobie dès qu'on pointait du doigt les fondamentalistes islamistes. Il y en a eu plein, de gauche comme de droite. Donc tant mieux si beaucoup de gens aujourd'hui changent d'avis, se rendent compte de l'urgence qu'il y a à agir. Mais après la conscience de l'urgence qu'il y a à agir, il faut le courage d'agir. Et ça, permettez-moi de vous dire que dans la classe politique, je vois pas grand monde. Parlons de ce qui peut se passer sur le plan social, parce qu'évidemment c'est un grand sujet. Vous comprenez la colère des usagers de la SNCF et en même temps, les conditions de travail des agents de la SNCF vous inquiètent et vous dites attention à la sécurité. Est-ce que là, vous ne faites pas vous aussi du en même temps sur le droit de retrait qui a été invoqué pendant le week-end dernier? Vous avez dit... oui, c'est normal, mais en même temps, il faut qu'ils trouvent une autre forme d'expression parce que ça ennuie beaucoup les Français. Donc, est-ce que là, vous aussi, vous n'êtes pas un peu en contradiction? Non, le problème du en même temps d'Emmanuel Macron, c'est que c'est un en même temps contradictoire. Ce que je dis, moi, n'est pas contradictoire. Je viens dire aux cheminots, je comprends votre inquiétude quand vous êtes seul dans un train. Je pense que ce ne sont pas des conditions correctes de sécurité pour les voyageurs. Et d'ailleurs, l'accident qui a eu lieu le démontre. Voilà. Donc, je viens les cheminots, parce que vous savez qu'il y en a certains qui étaient concernés par ce problème de sécurité, mais tous ceux qui ont utilisé leur droit de retrait dans les TGV ou dans les Ouigo n'étaient pas concernés. Mais je viens dire aux cheminots, je vous en supplie, arrêtez de prendre les Français qui sont dans des situations sociales qui sont comme les vôtres ou souvent bien pires que les vôtres, en otage. Il n'est pas possible dans la situation de précarité de notre pays que des familles ne puissent pas se réunir, qu'on perde de l'argent parce qu'on a pris des billets de train et qu'on ne peut pas prendre le train, alors que le billet de train est un sacrifice aujourd'hui parce que ça coûte une fortune, permettez-moi de vous dire, beaucoup de lignes. Qu'il y ait des familles entières qui restent pendant 2 jours sur le quai parce que le train est annulé. Trouvez d'autres moyens de réclamer ce que je considère comme légitime. C'est clair, c'est pas du en même temps, c'est extrêmement clair. La méthode qui a été utilisée m'apparaît dans les temps que nous connaissons pas admissible. Maintenant, la revendication de fond, elle l'est. Il va y avoir une journée d'action importante et une menace de blocage du pays le 5 décembre contre la réforme des retraites. Vous l'approuvez ? De la RATP, de la SNCF et d'un certain nombre de catégories sociales. Mais je comprends parfaitement qu'il y ait une journée de grève pour venir exprimer le désaccord que l'on a avec une réforme des retraites que je considère profondément injuste. Voilà. Et qui sera un élément de précarisation supplémentaire de la société et notamment de tous ceux qui arriveront évidemment à la retraite et de leur famille. Parce qu'il ne faut pas croire, un retraité qui est jeté dans la précarité, c'est toute sa famille en réalité qui est appelée à la rescousse et qui elle-même On parle est dans de une génération situation après difficile. 1963 et de régimes spéciaux qu'il faudrait changer. C'est-à-dire de gens qui partiraient entre 52 et 57 ans et qui éventuellement partiraient différemment. On parle d'une réforme de la retraite.
que l'on calculera sur l'intégralité de la carrière, alors que jusqu'à présent, c'était les 25 meilleures années pour les salariés du privé et les 6 derniers mois pour les fonctionnaires. Donc vous imaginez bien, vous comprenez bien tout de suite quelles conséquences ça va avoir. Évidemment que ça va baisser de manière structurelle, évidente, automatique les retraites qui vont être versées. Bon, on parle d'une retraite à points dont vous ne savez pas, ni vous ni moi, combien vaudra le point. C'est-à-dire que le point sera fluctuant en fonction du budget. On vous dira, votre point est votant, et puis l'année d'après, il vaut 20% de moins. Indépendante du gouvernement qui fixera la valeur. Oui, bien sûr. C'est ce qu'a promis indépendant du gouvernement, mais sous la main de Bercy quand même. Est-ce que vous approuvez la journée du 5 décembre? Oui. Est-ce que vous approuvez la journée de grève? Oui, j'approuve l'idée que les pompiers qui n'arrivent plus à travailler parce qu'on ne leur en donne pas les moyens, que les soignants qui vivent leur travail dans des conditions qui sont apocalyptiques, que toute une série comme ça de catégories, les avocats, mais il y en a beaucoup d'autres, viennent dire vous n'allez pas nous mettre en place cette réforme des retraites. Parce que déjà nous nous en sortons. Dans d'autres pays, qui existent dans de nombreux autres pays, dans la Suède et qui non mais d'accord, dans d'autres pays. Ici on est en France, on a un système de retraite par répartition, il fonctionne plutôt bien. S'il y avait, si on n'avait pas. Vous considérez quand même que beaucoup de retraités pauvres, entre guillemets, ont des retraites beaucoup trop faibles. Je suis bien d'accord avec vous, voilà. Mais ce sera encore plus faible avec la retraite à points. Donc c'est pas le sujet. Le sujet de M. Macron, c'est pas d'augmenter les petites retraites, objectivement avec cette réforme des retraites. Le sujet, en réalité, c'est d'obtenir une baisse généralisée, un rabot généralisé sur les retraites. Donc je suis en désaccord avec cela. Écoutez, alors mais je veux juste quand même revenir. Si après le 5 décembre, le pays reste bloqué, c'est-à-dire que ça continue, parce que c'est un appel à la grève reconductible. Vous approuverez toujours le mouvement? Mais c'est quoi l'idée, madame Non, mais ça veut dire qu'en fait, il faudrait faire la grève, mais une espèce de grève qui gêne personne. Ça n'existe pas, ça. C'est intéressant, parce qu'il y a 5 minutes, vous m'avez expliqué tout à l'heure que sur les conditions de sécurité, les conducteurs devaient trouver d'autres solutions. Et là, tout d'un coup, ils ne pourraient pas avoir non, madame solution à trouver. Non, je ne vais pas vous laisser dire ça. Parce que là, la grève, elle n'avait même pas été prévue. C'est-à-dire qu'elle a été faite de manière sauvage, en quelque sorte. On a utilisé une procédure qui a entraîné une grève sauvage. Maintenant qu'il y ait, encore une fois, des Français qui fassent grève, oui, ils ont raison de le faire s'ils sont en désaccord. À 14 jours de Noël, éventuellement. Ça s'appelle, je le rappelle, le droit de grève, c'est constitutionnel. Et si ça bloque, c'est à cause du gouvernement. Si on a subi les gilets jaunes et les blocages qui ont été la conséquence des gilets jaunes, c'est parce que le gouvernement a refusé de céder. Alors il faut que le gouvernement cède. Parce que le peuple a raison. Alors écoutez Emmanuel Macron, qui sont proposées par Emmanuel Macron. Il répondait à Agathe Lambret, toujours à Mayotte, pour BFM TV. Le pays doit débattre, des transformations doivent se conduire aussi, parce que nous devons changer beaucoup de choses. Ça ne justifie pas, en quelque sorte, à mes yeux en tout cas, de bousculer le quotidien de certains de nos concitoyens qui est déjà parfois largement contraint. Voilà. Vous irez au bout de la réforme des retraites. Merci à vous. J'ai pas l'habitude de m'arrêter en chemin, en général. Je trouve ça quand même très malhonnête. Je trouve ça très malhonnête, surtout quand on voit que l'Assemblée nationale n'est pas représentative. Parce qu'après tout, si l'Assemblée nationale était totalement représentative du poids politique des différents courants de pensée dans notre pays, peut-être que les gens n'iraient pas dans la rue. Parce que probablement toute une série de retraites, de réformes ne seraient pas votées parce qu'elles ne correspondent pas à ce que veulent la majorité des Français. Donc ça, c'est malhonnête de dire ça. La majorité, elle a été par le mode de scrutin, elle existe. Non, elle n'est pas représentative, Madame Elkrief. Non, je suis désolée de vous le dire. Je suis désolée de vous dire que si les députés étaient à la proportionnelle intégrale, il y a toute une série de réformes qui ne seraient pas votées à l'Assemblée nationale. La suppression de l'ISF n'aurait pas été votée à l'Assemblée nationale et toute une série d'autres réformes, dont la réforme des retraites. Peut-être que vous vous plaindriez de l'inaction et de l'immobilisme du gouvernement. Mais je me plaindrai jamais que la démocratie soit parfaite. C'est-à-dire que l'intégralité des Français soit représentée en fonction du poids que représentent leurs idées au sein de l'Assemblée nationale. On crée une Assemblée nationale avec une ultra-majorité qui en réalité ne représente aucune majorité dans le pays. Et après, on se plaint parce que les gens vont dans la rue. Mais c'est quoi l'autre possibilité? C'est pas possible. C'est pas aucune majorité. C'est une majorité. Vous pouvez dire qu'il faudrait un autre mode de scrutin, mais c'est pas aucune majorité. Juste un mot sur les municipales, on finit là-dessus. C'est une ultra-majorité qui ne représente pas le poids de En Marche dans le pays, je suis navrée de le dire. Louis Alliot se présente à Perpignan, mais il a pris une étiquette Rassemblement local.
Est-ce que vous pensez que ça veut dire que Rassemblement National, ça le gêne un peu? Et est-ce que du coup, vous revendiquerez, s'il gagne la ville, vous direz, c'est une victoire du Rassemblement National? Écoutez, Louis Alliot, il est membre du bureau exécutif du Rassemblement National. Donc c'est clair. Ça fait 20 ans qu'il est élu du Rassemblement National. Donc il aurait pu l'écrire. Mais madame, qu'aux élections municipales, pour pouvoir rassembler sur un projet municipal, on ne souhaite pas obligatoirement apposer l'étiquette d'un mouvement politique. Ça peut s'entendre, surtout quand on s'appelle Louis Alliot. C'est-à-dire que tout le monde sait que vous êtes évidemment un cadre et un élu du Rassemblement National. Donc tous les électeurs du Rassemblement National iront voter pour Louis Alliot. Dans d'autres villes, les gens sont moins connus. Et évidemment, nous leur suggérons de mettre le logo du Rassemblement National pour que les électeurs sachent qu'ils sont les candidats du Rassemblement National. Il y a une fille à Forbach dont la photo a été mise sur l'affiche qui est pas très contente parce que c'était une banque d'images et elle va porter plainte. Je vais vous dire, je ne sais absolument pas ce qui est passé par la tête de ce candidat, mais là j'avoue que je reste estomaqué par ce choix de communication. Donc vous lui avez dit. Et bon, elle risque de porter plainte. Je suppose que d'autres que moi lui ont dit. Je n'ai pas eu de contact direct avec lui. Nous avons beaucoup de candidats. Merci beaucoup. Merci d'être venu.